Moi j'ai pas de sujet donc je peux dire à quoi je joue. Pokémon. J'ai joué à Pokémon Let's Go pas mal ce week-end. Aussi à Spyro, j'ai hâte qu'on en débatte. Que je joue. J'ai terminé Hollow Knight. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah oui, t'as eu la première fin. Alors je savais pas qu'il y en avait plusieurs au moment où tu m'as demandé laquelle j'ai eu, mais voilà. Mais en tout cas j'ai fini et quel putain de jeu. Ça m'a donné envie de réécouter le premier épisode du podcast d'ailleurs. Et non, c'est vraiment ouf. Ouais. C'est trop bien. Là je suis en train de faire un truc qui est un peu chiant parce que je dois traverser à peu près tout le monde sans me faire toucher. Ah oui, la quête de la fleur. Quelle galère. Et j'ai trouvé pire que ça. Il y a un moment où tu dois rassembler l'espèce de des gouttes bleues là, enfin les masques bleus là, qui sont de la vie que tu perds dès que tu fais toucher mais que tu peux pas récupérer. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a, alors je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un endroit où tu dois en ramener 16 d'un coup. Ah oui, dans l'abysse. Jamais je fais ça de la vie, c'est trop dur. Et là où non mais tu ne dois pas ramener 16 d'un coup, tu dois en avoir 16. Donc en fait, il suffit de mettre les charmes qu'il faut pour en avoir 16. Ah bâtard, je connaissais pas ça. Ah c'est pas mal. C'est pas 16 je crois d'ailleurs, c'est 12 ou 13. Enfin j'ai dit 16 parce que je suis arrivé avec 2. Mais oui, je vois, c'est au fond, enfin c'est quand tu descends dans l'abysse, c'est sur le côté gauche. Ok. En fait j'ai été là-bas et j'ai mis mon espèce de téléporte là-bas. Ouais. Et je me dis j'en prends 2, ok, puis je fais les allers-retours et je reviens. Mais sauf que en fait il se passe rien quand on a 2 et quand j'en ai perdu un, ça m'a vidé des larmes en fait. Donc, en fait il y a des charmes spécifiques où tu as que des masques bleus. Ouais, il y a celui-ci à prendre et il y en a un autre qui t'en rajoute 2 ou 3, je sais plus lequel. Comme quoi, après 30 heures de jeu, je découvre encore des choses. 30 heures Ouais. Pas mal. Ouais. Je l'ai fini en 31 heures à 70%, je crois 77%. Ouais. Et là, je suis à 85%. Mais je sais que ça monte au-dessus, c'est à 115, ouais, vers là. Comme ça. Avec tous les DLC. Les DLC qui vont avec. Ok, on s'en fout de Hollow Knight pour aujourd'hui parce qu'on va parler d'autres sujets intéressants et du coup c'est parti pour ce Contrecast épisode 3. Pour ce 3e numéro du Contrecast, on accueille 2 nouvelles voix. La première n'est pas tout à fait nouvelle car elle avait déjà réalisé le pilote, qu'on n'a pas encore diffusé, d'ailleurs ce sera peut-être un peu plus tard. Il s'agit de Hailey. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Super. Me demandez pas chaque fois comment ça, parce que ça va aller 4 fois, je pense, je vous le dis. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de Spyro the Dragon. Ah, pas mal. J'aime bien, j'ai un peu joué en plus. La nouvelle trilogie ? Oui. Exactement. Et l'autre voix, par contre, vous la connaissez pas, puisque c'est Peachy, à qui j'ai demandé de rejoindre l'équipe. Bienvenue dans le Contrecast. Merci beaucoup. T'es content d'être avec nous ? Ouais, je suis contente. Un peu stressée, c'est la première fois, mais je suis très contente. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. C'est la première fois dans le Contrecast ou la première fois en général ? Dans le Contrecast. Les deux. Pardon, j'ai répondu pour ça. Bravo. Je sais pas, en fait, je pense rien. Dans les deux. Cool. Et de quoi tu vas nous parler ? Moi, je vais vous parler d'une série de jeux qui s'appelle Rusty Lake. Ah oui, j'en ai entendu parler ça. J'avais un peu joué en plus un épisode. Très bien, on va passer aux garçons maintenant, les voix plus graves. À commencer par toi, Ketrus. Dis-nous tout, c'est quoi ton sujet du jour ? Moi, ça va être une adaptation d'un jeu de plateau d'une grosse licence, Space Hulk Tactics. Ok, voilà. Très bien. Ce sera un jeu que t'as fait sur PC, je crois. Ouais, sur PC, ouais. Ok, super. Ah, tu parles d'un jeu de plateau en jeu vidéo ? Ouais. Ah, c'est marrant. C'est vrai. Ah, donc Zephyr, tu voulais une transition pour dire moi je teste un jeu de plateau sans écran. Non, je veux dire moi je teste un jeu vidéo sur jeu de plateau. Ah, pas mal, ok. C'est là ou pas ? T'as compris la blague ? Ouais. Parce que c'est la même chose mais à l'inverse. D'accord, voilà. Ok. Du coup, c'est pas la même chose. Bah, du coup. À l'inverse. Bah, si c'est l'inverse. De la même chose. Ça va, toi, au fait ? Ouais. Oui, ça va, et vous ? Ça va bien. Tu joues à quoi, toi ? Je joue à Pokémon Let's Go. Voilà, histoire. Allez, on y va ? C'est parti. Donc Ketrus, tu vas nous parler de Space Hulk Tactics, qui est une adaptation fidèle du jeu de plateau culte de l'univers de Warhammer 40 000. C'est ça, ouais. Mais je préfère te laisser parler parce que je connais un peu moins que d'autres licences. Dis-nous, qu'est-ce que c'est ? Oui, exactement. Donc c'est tiré de l'univers Warhammer 40 000, donc de Games Workshop. Space Hulk, c'est un très vieux jeu de plateau. C'est un des tout premiers d'ailleurs qu'ils ont sorti, parce qu'au début ils sortaient des jeux de rôle, puis des jeux de plateau, puis les jeux de figurines. Moi, c'est par ça en fait que j'ai découvert l'univers Games Workshop, donc c'était il y a très longtemps, dans les années 90, et ils avaient sorti les versions françaises, ça s'appelait Space Crusader, quelque chose comme ça, où en fait le principe c'est que tu vas te retrouver donc dans un Space Hulk. Alors un Space Hulk c'est quoi ? C'est un amas de vaisseaux qui se sont perdus en faisant des sauts interdimensionnels, et en fait ils se perdent dans ce qu'on appelle le warp, qui est une interdimension, on va dire, quelque chose comme ça, donc que tu utilises aussi pour les voyages interstellaires.
dans cet univers-là en tout cas, et ils sont perdus et ils se retrouvent agglomérés. Donc c'est un énorme agglomérat de vaisseaux et qui de temps en temps sort du warp et réapparaît dans l'univers normal. Et bien sûr, dans ces spéciules, il y a beaucoup de choses. Il y a des ressources, des matériaux rares, des artefacts perdus de civilisations inconnues, etc. Mais il y a aussi des gros monstres et un peu de tout. Et dans ces monstres-là, en fait, il y a ce qu'on appelle les Gene Stealers, donc les voleurs de gènes en français, qui sont en fait la première version des aliens tyrannies de l'univers de Warhammer 40 000, directement inspiré de Giger, en fait, d'Alien en tout cas. Donc si tu vois Alien, en tout cas Alien 2, où tu as des Marines qui sont en train d'attaquer une base peuplé d'aliens, bah là c'est pareil, tu le transfères un peu dans un univers un peu plus gothique, un peu plus dark, et c'est des Space Marines qui sont en fait les guerriers de l'empereur en armure Terminator, donc des grosses armures très lentes mais très blindées avec un armement assez destructeur. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas l'univers, parce que ceux qui connaissent l'univers savent tout à fait de quoi je parle. Et donc ils ont sorti ce jeu de plateau qui a fait un carton à l'époque, qui a duré très longtemps, qu'ils ont arrêté, qu'ils ont relancé en édition limitée il y a quelques années hyper cher, qu'ils ont encore relancé il y a pas très longtemps. Et il y a eu plusieurs adaptations en jeu vidéo, quasiment toutes très mauvaises. Toutes mauvaises. Et là, donc, il la ressort. C'est sorti là en novembre. Il la ressort. Donc, c'est Cyanide qui fait le développement. C'est un studio français qui a l'habitude de travailler, en tout cas, sur les adaptations de Games Workshop, parce qu'ils ont fait Blood Bowl, ils ont fait, du coup, non, j'ai un trou, je sais plus. Enfin, en tout cas, beaucoup d'adaptations de cet univers-là. Et là, ils se sont lancés sur cette adaptation. Alors, c'est une adaptation quasi fidèle du jeu de plateau. À ceci près qu'ils ont rajouté quelques améliorations, mais par exemple tu vois t'as même les jets de dés en fait dans le jeu qui s'affichent à l'écran. C'est pour ça que Zef aime bien du coup. Alors je déteste les jeux avec les jets de dés sur le jeu vidéo. Pardon. C'est horrible. Ce qui est très bizarre en fait, il pourrait très bien enlever le jet de dés et en tout cas ne pas les voir, en tout cas pas voir le résultat sous forme de dés, ça changerait rien. Enfin mis à part que c'est une base du système de jeu. Et donc en fait dans le mode solo, tu vas incarner une escouade de Space Marine, donc de Terminator, qui vont aller dans ce spéciule qui est voir ce qui s'y cache, quoi faire et comment surtout découvrir les points faibles de cette espèce d'énorme vaisseau pour pouvoir le détruire et l'éloigner en fait des systèmes habités. Donc comment ça se passe ? C'est un jeu au tour par tour où chaque personnage que tu incarnes, donc la plupart du temps c'est une escouade, c'est 5 personnes à peu près, ils vont disposer de 4 points d'action. Et avec ces 4 points d'action, tu vas pouvoir avancer. Donc une case, c'est un point d'action. Tirer, c'est un point d'action. Faire ouvrir une porte, c'est un point d'action, etc., etc. Le jeu est basé aussi très fortement sur l'orientation de ton personnage. Ça veut dire la façon dont tu vas orienter ton personnage à la fin du tour, ça va avoir une grande importance. Donc c'est vraiment du tactics pur. Un peu old school, faut quand même le reconnaître. Et en face, tu vas devoir combattre ce qu'on a donc les Gene Stealers, qui sont en fait des aliens qui vont spawner en vrai quasiment indéfiniment en fait tout au long de la partie. Donc tu vas vite être débordé. Et ton but c'est un peu la course contre la montre, ça veut dire sécuriser un objectif, te barrer le plus vite possible de là, récupérer des informations importantes, etc. Donc ça c'est un peu pour le cadre général. Donc quand on dit jeu tactique, en tout cas à l'heure actuelle, on pense beaucoup à XCOM, qui est un peu la Rolls-Royce des jeux tactiques actuels. Là, on en est très éloigné. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une adaptation un peu old school du jeu de plateau et dans le cadre du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est très lent. Que ce soit même au niveau des animations, au niveau des tours de jeu, ça veut dire que tu vas vite te retrouver coincé sur des couloirs avec tes Space Marines pour pouvoir protéger des couloirs et pas te faire complètement submerger par les aliens. Donc ça peut rebuter pas mal de monde. Surtout en fait dans tout ce qui est campagne solo, parce que t'as une IA qui est un peu poussive et un peu tu la comprends très très vite au bout d'un moment, quoi, que ce soit quand tu joues les Space Marines ou les aliens, parce que tu peux jouer aussi les aliens. Mais bon, en fait on se rend compte que les développeurs ont orienté ce jeu vers le PVP. C'est-à-dire que c'est vraiment orienté pour ça. Alors qu'est-ce qui a été mis en place pour ça ? T'as des campagnes, t'as des modes tournois qui ont été mis en place. T'as un mode classé, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir une échelle, un ladder pour affronter les joueurs et monter dans ce classement, etc. Et t'as surtout un éditeur de cartes qui est qui est extrêmement poussé. C'est-à-dire que tu peux vraiment un peu tout faire. Tu peux décider des conditions de départ,
de la topologie du vaisseau, etc., etc. Donc l'accent est vraiment mis là-dessus et la communauté commence justement à être hyper active et à proposer beaucoup de scénarios, beaucoup de campagnes possibles et beaucoup de modes de cartes et de modes de jeu où on peut s'affronter. Voilà. Après, moi, j'ai pas pu tester le mode PVP parce que j'étais pas assez avancé dans le jeu et que j'allais me faire rétamer de toute façon. Donc j'ai testé que le mode campagne qui est pas trop mal parce qu'il est un peu scénarisé. Donc tous les dialogues entre les combats, donc tu as un arbre de progression où tu peux explorer le vaisseau et en fonction des choix que tu vas faire, tu vas pouvoir gagner plus ou moins de récompenses, affronter le plus d'ennemis, des stages un peu plus durs, etc. Et ils ont mis un truc quand même assez bien là-dedans, c'est qu'ils ont doublé tous les dialogues, quoi. C'est-à-dire que tous les dialogues, tu as une voix qui parle dessus, donc c'est quand même assez bien foutu. Au niveau des graphismes, on retrouve tout à fait l'univers de 40 000, donc quand on est fan, c'est assez réjouissant, ça faut le dire. Mais bon, après, l'IA, comme je disais, est pas ouf et ça peut être un peu lassant et frustrant au fur et à mesure de la campagne. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a manqué pour jouer en PVP? Enfin, qu'est-ce que tu dis que t'as pas de temps. niveau? C'est juste du temps. Ouais, juste du temps, ouais. Mais t'as pas de niveau, enfin, tout le monde commence au même niveau ou faut que tu débloques d'abord des choses en solo avant de partir en PVP? Tu dois d'abord un peu jouer en solo, ouais, pour pouvoir débloquer le PVP. D'accord. Et après, non, après tu peux te lancer après, mais le truc c'est que le jeu quand même demande un peu d'effort parce que t'as un didacticiel mais qui est pas hyper bien foutu parce que ça t'explique. T'as à peu près la moitié du didacticiel qui t'explique comment avancer en vue FPS. Parce que tu peux être en vue FPS ou en vue tactique, donc où tu vois toute la carte et tu vois du dessus ou un peu en isométrique. Il y a un intérêt à jouer en FPS? Non, juste pour la beauté en fait. Ah, si tu veux, pour une action, tu peux te mettre en FPS pour aller buter de l'alien ou inversement buter du Space Marine. Mais en fait, c'est un jeu tactique, donc la vue FPS pour un jeu tactique est très limitée. Voilà, et le jeu te laisse un peu tout seul à un moment donné et t'as du mal à trouver certaines explications de termes ou de fonctions. C'est-à-dire que l'interface est un peu lourde. Et donc le didacticiel t'aide pas beaucoup là-dessus. Donc en fait, il faut faire plusieurs parties, expérimenter des choses et qui vont te permettre d'un peu plus comprendre déjà le rythme du jeu et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Parce qu'en fait, que ce soit quand t'es alien ou quand t'es marine, une attaque réussie te tue automatiquement. Tu peux rien faire, donc c'est un jeu qui est quand même hyper punitif. Mais c'est heureusement parce que ça en fait un peu le sel du jeu. Faut être très prudent et pour pouvoir avancer dans le jeu et gagner. Mais du coup, tu penses qu'il faut combien de temps de jeu avant d'aller affronter les autres? Enfin... si tu connais rien du tout, je pense qu'il faut quand même faut faire la campagne complète et jouer aussi les aliens derrière la campagne des aliens. Ok. Au moins T'as combien d'heures de jeu en base sur la campagne? Sur la campagne, en total, je sais pas exactement. Non, je sais pas. D'accord. Là, t'as combien d'heures, toi? Moi, je suis à 3-4 heures. Ok. Comme ça. Et j'ai joué les deux parties, en fait. J'ai pas fini la première campagne des Space Marines parce que je voulais tester de côté Alien. Ouais. Et côté Alien, c'est assez marrant, en fait. C'est un jeu de... En fait, il faut vraiment se planquer, attendre, amasser des forces et en fait, les attaquer d'un coup pour essayer de passer leur défense. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as souvent plein de marines qui vont se poster à des couloirs, dos à dos, et qui vont surveiller les couloirs. Et en fait, dès que tu passes un couloir de surveillance, tu te fais dézinguer. D'accord. Ou en tout cas, tu as 90% de chances de te faire dézinguer. Donc c'est un jeu qui est quand même assez intéressant. C'est de la traque et en même temps, tu te dis, bon, j'ai pas beaucoup de tours, il faut que j'arrive à les submerger. Mais comment ça se passe pour le calcul des touches, des blessures? C'est des dés lancés, en fait. Ouais, mais quand tu disais en fait une blessure égale à mort? Ouais. T'as pas de sauvegarde, rien du tout? Non. Ah ouais. Par contre, tu peux les esquiver et ouais, voilà. Après, si t'as des unités qui ont des vies en plus, on va dire. D'accord. Donc ils peuvent encaisser un coup mortel et après continuer. Alors j'imagine les Terminators, on sait quoi pour les toucher, soit du C+, ou un truc comme ça? Ah, je sais plus exactement. Ok, non, c'est juste par curiosité. En fait, je regardais pas vraiment les jets de dés, par contre je regardais les probabilités. Quand tu dois attaquer une cible, t'as les probabilités de réussir ou pas. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'il faut regarder, quoi. Ok. Donc voilà, en fait c'est un jeu. Alors c'est pas un jeu, c'est un jeu moyen pour la personne qui ne connaît pas l'univers et qui s'y intéresse pas. Par contre, quand on aime bien l'univers et qu'on a kiffé jouer aux jeux de plateau et qu'on a envie de se confronter à d'autres personnes et faire ses cartes et aller un peu plus loin dans l'univers, ouais, ça demande des efforts, mais c'est cool. C'est un bon jeu. T'as envie de continuer un peu là ton expérience ou je te sens moyennement convaincu quand même?
En fait, si j'ai envie de continuer, j'ai très envie de jouer contre des joueurs et voir ce que ça donne et pas juste avoir à réfléchir comment avoir l'IA et parce que ça t'y arrive quand même au bout d'un moment. Genre quand tu joues les aliens, la campagne alien est très facile quoi. Il suffit juste d'être un peu patient et de les prendre par défaut. Mais non, si, j'ai envie de jouer contre des joueurs, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et je te dis, la communauté est très active et ce qui est souvent le cas autour des licences Games Workshop. Et voilà. Tu parlais tout à l'heure de ladder. Est-ce que tu as des récompenses qui vont être attribuées en fonction de certains classements? Est-ce que tu as des objectifs par rapport à ça ou... Je sais pas encore. Non, j'ai pas assez creusé le PVP. Ok, il va falloir que tu y joues un petit peu pour nous dire peut-être la prochaine fois. La prochaine fois, ouais. Qui sait. Très bien, est-ce que vous connaissez un peu Ailey, tu connais toi un petit peu cet univers? Non du tout. Est-ce qu'il t'a donné envie là? T'as le droit de dire non. Non, t'as le droit de dire non. C'est un non timide. Ouais, c'est un nom timide. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé des défauts. C'est vrai que. Ouais, c'est sûr que je pense qu'il faudrait que je me sois confrontée pour vraiment me faire un avis. Mais là, tout de suite, c'est vrai que t'as beaucoup parlé des défauts, donc forcément t'es... Oui, c'est vrai. En plus, déjà, les jeux tactiques, ça divise vachement. Hein. Ouais, c'est ça. Faut aimer sa base, le jeu c'est un peu tactique. dur. Hein. Faut aimer le jeu tactique. C'est-à-dire qu'il faut aimer. Surtout si tu joues en FPS, déjà t'as un... Non, ouais. La vue FPS. La vue FPS, c'est vraiment du flavor en fait. C'est vraiment pour kiffer, voir. Pour dire on sait faire des trucs jolis, regarde de près quoi. Enfin... Ouais, c'est de la cosmétique un peu. Ouais, mais bon, pourquoi pas quoi. Ah, à la limite, comme les ralentis quand tu tues un mec dans Red Dead ou ce genre de truc. Enfin, tu vois, c'est. On ça, parle ça, encore sert, de ça Red sert à rien, mais c'est cool quoi. Merci Ketrus de nous avoir parlé de Space Hulk Tactics, donc, qui est dispo pas que sur PC mais aussi sur PS4 et Xbox One depuis le 9 octobre. Donc là on va s'éloigner un petit peu des consoles et du PC pour aller jouer plus sur mobile, non pas un seul mais plutôt une série de jeux d'aventure et c'est Marion qui nous en parle. Oui, alors moi je vais vous parler de Rusty Lake. Donc c'est une série de petits jeux point and click façon escape game dans laquelle on doit résoudre pas mal d'énigmes. Et donc du coup c'est 13 épisodes au total, il y a 13 petits épisodes qui sont dispo donc sur mobile comme tu l'as dit, mais aussi sur PC. Ah quand même. C'est aussi sur PC. Ouais. Donc du coup la majorité, alors ça c'est plutôt pas mal, c'est que la majorité des épisodes sont gratuits. Sauf un ou deux, mais ça doit pas excéder 3€ et donc c'est complètement abordable et généralement quand on a testé au moins un ou deux épisodes et qu'on souhaite continuer, payer 3€ ça nous gêne pas trop. Au contraire, on préfère soutenir le studio quoi. Donc l'univers de Rusty Lake, on va pas se le cacher, hein, c'est un peu particulier, c'est assez mystérieux, les scénarios sont très sombres et les personnages sont parfois très très étranges. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les scénarios sont différents entre chaque épisode, donc du coup on peut commencer par n'importe lequel, donc ça c'est plutôt bien. Mais par contre il y a quand même un lien entre tous ces épisodes, un peu un fil conducteur, c'est ce fameux lac, le Rusty Lake. On va découvrir au fur et à mesure de l'histoire qu'il y a des choses étranges qui se passent autour de ce lac. Il y a des suicides, des meurtres, des sacrifices, voilà. Donc ça donne un peu le ton du jeu et on va devoir découvrir un peu ce qui se passe. Et tout à l'heure, alors moi je parlais des personnages un peu étranges. Enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup marqué, je sais pas pourquoi. Mais bon alors il y a des personnages humains comme nous quoi. Comme vous et moi. Et comme vous et moi. Et il y a aussi alors si je me rappelle de mes cours de terminale, une personnification des animaux. Okay. C'est-à-dire qu'on va avoir un monsieur lapin, on va avoir un monsieur corbeau et en fait ça donne un côté vraiment très très chelou enfin voilà. Anthropomorphe. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. T'avais un mot placé, c'est ça? Parfait. Boum. Et eux aussi, en fait, on va les retrouver dans tous les épisodes. Voilà, donc on va pouvoir interagir avec eux, mais bon, ça, je vous en dis pas plus. Ils ont tous un rôle à jouer, justement, dans la série. Ensuite, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Rusty Lake, pour moi, ce qui est vachement important, c'est, alors, il y a les graphismes, forcément, mais il y a aussi la musique. Parce que c'est quand même, pour moi, un jeu entre guillemets muet. Il y a très peu de dialogue. Donc pour moi, la musique, elle a vraiment un rôle à jouer. Et ça, c'est comme un peu comme dans les films où il y a une action qui va se passer et puis tout d'un coup, la musique, elle commence à monter ou à l'inverse. Là, c'est pas du tout ça. Voilà. 80%, j'ai envie de dire, allez, 80% du temps, enfin du jeu, enfin des épisodes, pardon, on va dire que c'est du piano, donc c'est quelque chose d'assez doux, d'assez calme, d'assez vraiment posé, donc c'est vraiment pas mal quand on est en pleine énigme et qu'on veut résoudre le truc. Mais quand on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose d'assez grave, ça change pas. Voilà. Donc en fait, ça donne un côté assez ironique à la scène. Par exemple, je vais juste vous donner un exemple. C'est dans un des épisodes, on fête notre anniversaire avec nos parents et notre grand-père.
Et C'est pas drôle. tu l'as vu ça? Non, mais j'imagine le truc. Tu imagines le truc, ouais, tu vas voir. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et en fait, on se rend compte que c'est ce fameux Monsieur Lapin. Qui défonce la porte et qui tue tout le monde à la calache. Ok, d'accord. Donc tu vois un peu le truc. Ah non, je m'attendais à une petite surprise, un truc sympa. Ah non, c'est un peu Non, bourrin, c'est quand même. pas... Et en fait, si tu veux, donc là, forcément, quand je vous raconte ça, c'est pas très gai, on va dire. Non. Mais avec le petit air de piano qui est derrière, tu te dis, ouais, non, c'est vachement ironique. Enfin, moi, je trouve ça excellent. Je trouve ça vraiment bien. Et ça t'évite aussi de tomber dans la dépression. Enfin, clairement. Un petit peu, ouais. Voilà, c'est clairement. Et pour le côté graphisme, alors, ils ont fait quelque chose de très simple. On se rapproche de l'univers bande dessinée, je dirais. C'est des gros traits, c'est très simple. Et ça me fait beaucoup penser au jeu, je sais pas si vous avez joué, enfin vous connaissez, c'est 60 secondes, où en fait c'est une famille qui doit se cacher dans un bunker et qui doit récupérer des aliments, enfin Ouais, c'est ça. tu vois, c'est un Des peu vivres, ça. ouais. Ouais, des vivres. Et tous les jours, en fait, ils ont des actions. Et soit tu perds une personne, soit elle revient amochée, soit il y a tout. Enfin, voilà. Il y a le deuxième qui est sorti, là, le Parsec. Oui, exactement. Ok, je vois. Oui, j'aime bien ce type de jeu. Voilà, donc en termes de graphisme, ça me fait un peu penser à ça pour ceux qui connaissent. Et moi, je trouve que c'est vachement efficace. Ouais, c'est cartoon, mais en fait, il se Ouais. passe pas grand-chose au niveau des animations, mais c'est plus au niveau de l'ambiance et des textes. Voilà, Ok, exactement. je vois. Exactement, c'est exactement ça. Donc pour moi, tout ça, c'est, enfin voilà, ça représente bien l'univers de Rusty Lake. C'est très très bizarre, très mal. Il y a des fois, c'est assez malaisant, mais ça passe bien quand même. En termes de gameplay, alors on a une vue à la première personne. On se retrouve soit dans un huis clos, donc dans un endroit fermé, ou soit ça dépend des épisodes, ou soit dans un espace un peu plus ouvert. Donc ça dépend. Et bon, je vous apprends rien, hein, mais on va devoir interagir avec tous les objets, tous les personnages. Il va falloir qu'on fouine le moindre détail et qu'on réfléchisse un minimum, parce que forcément, on va trouver un objet qui va nous permettre de débloquer un tiroir, qui va nous permettre de débloquer un autre. Je sais pas, une porte ou peu importe. Et enfin bon, bref, c'est un peu le principe d'escape game en fait. Et là où vous allez me dire, ouais, mais il y a 13 épisodes, il y a que des énigmes, est-ce que c'est pas un peu répétitif? Et pas du tout. C'est ça qui est vachement bien justement, c'est que ils ont tout fait pour que ça se répète pas. Alors forcément, on va retrouver certains systèmes qui sont similaires à tous les épisodes, donc par exemple les codes avec des coffres ou des petits trucs comme ça. Mais on aura toujours une façon différente de le décrypter ou de le trouver, et ça du coup c'est plutôt cool. Donc non, on s'ennuie pas. Moi j'ai fait les 13 épisodes, je les ai enchaînés. Parce que j'ai vraiment découvert le jeu vraiment par hasard, et j'ai passé vraiment des heures sur mon téléphone. C'était voilà, mais franchement c'est vraiment chouette. Et pour finir, je voulais juste dire un petit mot sur le studio quand même. C'est un studio indépendant hollandais. Qui est basé à Amsterdam. À la base, ils sont 2 à avoir monté le studio. Maintenant, ils sont 6. Voilà, donc ils ont monté le dernier épisode, Rusty Lake Paradox, si je me trompe pas. Il est sorti en janvier de cette année. Et c'est à l'issue d'un Kickstarter, en fait. Ils ont fait ça à l'issue d'un Kickstarter. Et pour eux, en fait, il y a 2000 personnes qui ont participé, ils s'y attendaient absolument pas. Ils attendaient à une somme à peu près à 10 000 euros. Ils demandaient 10 000 euros. Ils ont eu 34 000 euros. Ah putain, ça du va. coup, ça leur a permis de faire donc un épisode, mais en 2 parties. Donc, c'est plus long. Et en plus de ça, ils ont tourné un court-métrage. Et c'est assez ouf parce que ça reprend vraiment le décor des épisodes, enfin des deux parties. L'histoire, le personnage est le même. On retrouve justement ce fameux Monsieur Corbeau qui fout la frousse. Et voilà, moi ce que je conseille en tout cas, c'est de commencer la première partie avant de regarder le court-métrage, sinon ça va spoiler un petit peu, parce qu'il y a quand même cet aspect d'énigme. Et voilà, et si jamais vous voulez commencer tester Rusty Lake, moi je vous conseille de tester le Rusty Lake Roots. C'est pour moi le premier, enfin c'est pas le plus simple, mais ça va vous donner un peu une idée de ce qu'est Rusty Lake en commençant tout en douceur. Et tu nous donnerais un ordre justement après celui-ci, le Roots, est-ce qu'il y a tu définirais toi, un ordre plus sympa à faire?
C'est compliqué, c'est assez compliqué. Moi, je les ai fait dans le désordre. J'ai pas vraiment d'ordre à donner, mais si je devais en donner un autre que j'avais bien aimé, c'était le Birthday que j'avais testé. Ou sinon, il y en a un autre, c'est... je me rappelle plus du nom. Le Paradoxe, là, le dernier aussi est très bien. Il est vraiment très bien et je le conseille aussi. Et combien de temps tu passes sur chaque épisode ? Alors ça dépend. Ça dépend en fait de la rapidité que tu vas avoir à résoudre toutes ces énigmes. Mais généralement, si tu le fais en premier, une première fois, tu mets à peu près 1 heure, 1 heure et demie, je dirais. Enfin, ça dépend. Ça dépend aussi des épisodes parce qu'il y a les débuts, les premiers épisodes sont très courts. Donc en 1 demi-heure, 3/4 d'heure, tu les as fait. Mais ouais, je dirais à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mais après, moi, j'ai essayé d'en refaire. Par exemple, hier, je me suis réchauffée à en refaire un. Bref, en 1 demi-heure, je l'avais terminé. Ouais, et voilà, mais parce que je connaissais déjà les trucs. Et est-ce que tu as un système de... Alors, j'aime pas du tout ça, mais je sais que c'est utile. Un système d'aide dans le jeu pour pas aller chercher une solution Internet pour... Non. Genre, si tu cherches une clé, ils disent pas regarde dans telle pièce. J'ai pas l'impression. Alors, peut-être que je dis une bêtise parce que. Mais non, j'ai pas l'impression que les personnages t'aident. Suivant les épisodes, il y en a un, le Birthday en l'occurrence, qui te donne quelques indications. Enfin, les personnages, quand tu cliques dessus, ils disent ah bah tiens, va voir ton grand-père. Okay, tu sais que tu vas interagir avec ton grand-père. Mais c'est pour moi de mémoire le seul épisode qui fait ça. Sinon, faut que tu te débrouilles tout seul. Et j'avoue que des fois, j'ai été voir un peu sur YouTube. Ah, je vois que Joseph a fait un petit nom de la tête sur la Ouais, non, moi j'avais fait le Rusty Lake Route, justement. Le Route, ouais. J'étais tombé dessus complètement par hasard, mais un petit moment déjà. Et t'as absolument aucune aide. Ouais, dans tous les cas, le seul truc qu'il on va dire, c'est oh, tu devrais peut-être regarder là-bas. Oui, voilà, c'est exact. Mais c'est juste, il y a juste ça en fait. Et c'est plutôt bien parce que du coup, ça te donne aucun indice, donc ça doit te chercher, de te creuser la tête, quoi. Ouais, tant mieux. T'as pas de système de score à la fin ? Non, pas du tout. Ah, par contre, il y a un truc qui va te plaire. Il y en a un, ouais. Il y en a un, il y a un épisode, celui dont je ne trouve plus du tout le nom. Il y a un système, il y a un système de trophées. Voilà, c'est en fonction de là où tu cliques. En fait, t'as des petits trucs qui se débloquent et puis t'en as, je sais pas, je dirais une 30, 40. C'est sur celui qui a été kickstarté ou un autre ? Non, un autre. D'accord. Et du coup, tu parlais du Kickstarter tout à l'heure, et notamment du court-métrage. Est-ce qu'ils sont en train essayer de créer un univers autour de ça au final, ou ça va rester du jeu ? Je pense que ça va rester du jeu. Ils n'ont pas communiqué à ce sujet-là ? Non, ils n'ont pas communiqué à ce sujet-là. Et je pense qu'ils ont fait ça vraiment pour s'éclater. Enfin, je pense que c'était vraiment le truc. Et ils ont bien fait, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Mais c'est pas, le but, c'est pas de... En tout cas, ils n'ont pas parlé, c'est pas de faire un film, c'est de rester dans le jeu. Et d'ailleurs, j'attends le prochain avec... mais je sais pas, il n'y a pas de date. D'accord. Mais c'est encore prévu, quoi. Donc ça continue, c'est plutôt bien. Ça continue. Et est-ce que tu conseillerais plutôt d'y jouer sur mobile comme tu as fait ou sur PC Parce que tu penses qu'il y a un truc mieux. Alors, tout dépend. Moi, je sais que... Alors, déjà, j'ai pas de PC, donc ça restreint assez le truc. L'avantage du mobile, c'est que tu peux y jouer partout. Tu peux, dans le métro, t'es aux toilettes, je sais pas, peu importe. 1h30 aux toilettes, ça fait quand même beaucoup. Mais bon. C'est le problème. Mais par contre, j'avoue que sur PC, t'as... quand t'es sur mobile, en fait, il y a des fois pour cliquer, tu sais, avec ton doigt, il y a des fois ça zip, enfin ça rappe, enfin tu cliques sur le mauvais truc et puis voilà, des fois c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc peut-être que sur PC c'est un peu plus fluide entre guillemets, même si bon c'est pas non plus foufou, mais moi je dirais sur le mobile quand même. Ok, très bien. Voilà. Ketrus, t'es pas intervenu encore sur le sujet ? Non, j'ai jamais joué, je découvre là en fait. Mais ouais, j'aime bien ce genre de jeu aussi. Un peu à les ancêtres de Day of the Tentacle, enfin les descendants. Ouais, plutôt descendants, ouais. Pardon. Ouais, je parle de ça parce qu'en fait, il était ressorti il avait été remasterisé. Je l'avais fait découvrir aux enfants et en fait, ces jeux-là, j'aime bien. Et sur mobile, ouais, ça s'y prête bien. Après, ce que tu dis, c'est-à-dire que si tu cliques mal, c'est foutu ou Non, c'est pas foutu. C'est juste que, au lieu, en fait, si tu veux, tu vas avoir une scène où tu vas avoir un petit meuble. Un pot de fleurs et puis un autre truc à côté, et si tu cliques sur le pot de fleurs, enfin je sais pas comment expliquer, mais l'ergonomie est un peu mal foutue par moment sur mobile. D'accord. Mais de mémoire, tu pouvais zoomer sur certains endroits, non ? Oui, voilà, c'est ça. Justement, c'est ça, ouais. C'est quand tu cliques dessus, ça zoome, et après tu peux interagir avec le truc. Ouais, c'est pas. Moi, j'aurais jamais joué sur PC en fait. C'est le genre de jeu que j'aurais jamais testé sur PC et sur mobile. J'avais fait le Roots et le Lake, je crois. Ouais. Le Lake, c'est le Lake. Alors du coup, ce que je parlais tout à l'heure, en fait. Ouais. Celui dans une cabane de pêcheurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais j'ai fait et c'est pas les mêmes. Le Roots, t'as une histoire.
Ouais. T'as une histoire T'as qui une se histoire, déroule. ouais. C'est-à-dire que tu commences dans le jardin à planter une graine à la con, et au fur et à mesure, tu vas te balader dans toute la maison Et à tu vas différentes prendre compte, époques ouais. et croiser toute la descendance en fait de la maison. Et ce qui est, enfin, l'ambiance et je rejoins là-dessus. Ouais, j'adore, elle est vraiment j'adore. géniale. Ouais, j'adore. On tourne un peu, ça donne une petite ambiance Tim Burton par moment en fait. Oui, un voilà, peu, exactement. C'est un peu exactement faux folle, mais pas forcément dans les années Tim Burton, mais vraiment dans l'ambiance Ouais. pure et dure avec la bonne musique qui va avec. Et effectivement, les personnages avec les têtes de cerf, les trucs comme ça, ça donne des ambiances de malade. Et le Lake, je l'avais fait après du coup parce que j'avais vu qu'ils avaient fait une suite et j'étais un peu déçu pour le coup parce qu'il était vraiment plus court. Là on est vraiment, t'es vraiment en huis clos et ça fait vraiment escape game. Est-ce que le Roots ça faisait Il était plus plutôt, point ouais. and click classique. Mais ils l'appellent différemment. Ils ont C'est apparemment le ils ont Cube Escape. Cube Escape, Il y a Ouais, Cube le Cube Escape, Escape c'est plus voilà. court. Ouais, The c'est ça. Lake et Rusty Lake, c'est une histoire, c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Et ils ont sorti le film, j'ai vu du coup. Ils dans ont sorti un Kickstarter. court-métrage, ouais. Ouais. Et Oui. il est bien ou... Ouais, franchement, Ouais. il est bien. Il est vraiment D'accord. bien. Mais par contre, ouais, comme je disais tout à l'heure, faut si tu veux jouer faut pas le regarder. évite avant. Évite avant. Ouais. Ouais, Ça me fait doit penser spoiler pas mal de choses. un peu à Twin Peaks, moi, l'ambiance Jamais vu. bizarre. Moi non plus. Vous avez jamais vu Twin Peaks, putain. Ah mais si, non mais si, d'accord. Oui, effectivement. Si, quand tu me dis ça, effectivement, en fait, les mecs se sont inspirés justement de la Ouais, ça série. m'étonne. Ouais, ça Ah. m'étonne Ils se pas. sont Ouais. vraiment inspirés de cette D'accord. série-là et c'est une série des années 90. C'est vieux. Bah, il y a. Mais non, il y a. Pas du Headshot. tout. Bah, il y a... Il y a les nouvelles. Il y a les nouvelles. Ah, il y a les saisons. nouvelles. Bah, oui. Ah ouais, bah c'était. Mais c'est la suite, non? C'est une suite. Ouais, c'est une suite. Ouais, ça s'appelle mais voilà, Globus, c'est ça. un peu dans le même genre, voilà. C'est un peu ce qu'ils voulaient, ils sont inspirés de ça se en voit, fait. ouais. Et voilà. Et par contre, ouais, effectivement, chaque épisode a une histoire. Bah, si vous comprenez pas forcément les histoires qu'il y a dans les épisodes, parce que c'est un peu des fois tiré par les cheveux, Largement. Ouais. avec des histoires de passé, présent, futur. Bon, bah c'est pas très grave, ça gênera pas. Très bien. Bah, merci Pitchy de nous avoir Mais de parlé de Rusty Lake, donc dispo sur les stores mobiles ou sur PC Ou sur directement. Donc on a parlé de jeux sur PC, console, mobile, et là du coup on va débrancher les écrans pour jouer plutôt un jeu de plateau. C'est Zephyriel qui nous raconte tout ça. Yep, effectivement. Alors c'est pas très loin en fait parce que moi je vais parler d'un jeu vidéo qui était adapté en jeu de plateau. Fallout, pour ceux qui suivent un peu l'actualité plateauiste, est sorti il y a 2 mois environ en jeu de plateau. C'est FFG qui fait ça, donc Fantasy Flight Games, c'est des gros, c'est un gros wagon de jeux de ce truc. Ils n'arrêtent pas de faire des trucs. Ils ont fait tout en parallèle toute la licence Star Wars en JDR, un truc comme ça. Donc c'est des gros fabricants de jeux. On retrouve en termes d'auteur Nathan Hajek, que je connaissais pas du tout. Pour le coup, j'en parle, mais je sais pas qui c'est. Et Andrew Fisher, par ailleurs, il a participé à la création justement de tous les JDR Star Wars, la dernière en date, aux confins de l'Empire, un truc comme ça. Donc c'est aussi un bon, on va dire. Mais le premier que tu as cité, il est issu de la licence Fallout ou pas forcément? Ou Le jeu? Non, la première personne que tu as citée. Non, pas du tout. D'accord, C'est le gars, il s'est mis en tête de faire le jeu Fallout en jeu de plateau. Ok. Et donc voilà, je connaissais pas le gars, mais ça vaut le coup de le citer pour le coup. Évidemment, c'est fait en partenariat avec Bethesda parce qu'ils ont c'est leur licence Quand même. aujourd'hui, Évidemment. donc ils ont pris les droits, enfin ils ont acheté les droits pour le faire. Et que dire, je vais peut-être replacer un petit peu Fallout, je sais pas si Oui. ça se fait ou pas, on est encore dans l'actualité avec Fallout 67 pour le coup. Fallout, donc c'est un post-apocalyptique game, c'est-à-dire qu'on va jouer dans un futur où il y a eu des guerres nucléaires. Alors moi j'aime bien dire que c'est un post-apo, mais plutôt en rétro-futur, c'est-à-dire que toute l'ambiance est restée dans les années 60-70, donc on se retrouve avec un côté... Vieux? Non, c'est. Non, pas vieux, mais voilà. En termes musical, dans le jeu Oui. vidéo, en tout cas, on retrouve tout Du ce qui va jazz être classique. pas forcément jazz, plus du blues, Oui, mais tout ce qui pardon. va être Billie Holiday, Louis Armstrong, ce genre de choses. Donc c'est assez. Enfin, moi j'adore pour ce genre de choses. Et puis voilà. Donc on part de ce passé là et on arrive dans ce futur. On est en 2028, je crois, ou un truc comme ça. Je vais dire une connerie. Et on va évoluer. En fait, les gens au moment de la guerre nucléaire se sont enfermés dans ce qu'ils ont appelé des vaults, donc des bunkers anti-nucléaires. Ils ont commencé à passer 1 génération, 2 générations, 3 générations là-dedans. Et puis à un moment dans le jeu vidéo, enfin dans certains jeux vidéo, quasi tous, quelqu'un va sortir d'un vault et va découvrir le monde tel qu'il est aujourd'hui en post-apo avec les ghouls, les mutants, les hommes qui ont reconstruit derrière sur des villes plus ou moins détruites.
Et donc c'est un jeu d'ambiance et narratif assez fort pour ceux qui ont connu les années 90 et qui ont connu le 1 et le 2. Voilà, ça s'est placé. Et pour reprendre donc sur Fallout, sur le jeu de plateau, les mecs sont partis alors du postulat de reprendre Fallout 4 et Fallout 3 sur certains scénarios. Mais le premier scénario est purement fait pour Fallout 4. Et en fait, donc on va avoir un jeu de plateau qui va se... Alors, j'essaie de le décrire, mais à la radio, je suis un peu délicat, mais qui va se diffuser en tuiles. On va placer les tuiles qui vont représenter le jeu et la carte. Et on va avoir des figurines, on va choisir son personnage. Donc on peut jouer une ghoul, on peut jouer un super mutant, un humain, ou un truc comme ça. Ça dépend. Et on va partir d'un point de la carte. Et en fait, le jeu commence à partir du moment où on prend un des paquets de cartes qui va être l'histoire, grosso modo, et on va tirer une des premières quêtes que le scénario vous met en place. Genre, on ouvre le scénario, il dit, voilà, placez le plateau comme ça, prenez la carte scénario numéro 104, lisez-la, et puis le jeu commence comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être du genre, j'ai entendu dire que y avait des humains qui ressemblaient à des androïdes ces temps-ci, puis voilà, il y a marqué, allez enquêter à tel endroit. Et donc en fait, on va jouer chacun de notre tour, si on joue à plusieurs, le jeu peut se jouer en solo. Il joue très bien en solo d'ailleurs, et on va devoir enquêter en fait sur ça, et au fur et à mesure on va découvrir la map, on va avoir des rencontres qui vont se déclencher, donc d'autres quêtes qui vont être des quêtes secondaires. Une fois qu'on a rempli la première quête principale, d'autres quêtes vont popper au fur et à mesure. Donc en fait le jeu est un semi-narratif assez gros, c'est-à-dire que tout se passe au terme de la narration du jeu, en fait, comment les quêtes vont s'enchaîner et vont se résoudre au fur et à mesure. Et à chaque quête, en fait, on a un choix à faire. C'est-à-dire, si grosso modo, dans le jeu, il va y avoir deux factions en place qui vont être deux entités qui vont se faire la guerre. Et toi, les joueurs vont choisir pour quelle faction au fur et à mesure elles vont jouer. Donc elles peuvent en tant que joueur, tu peux aider une des factions, ce qui va booster toi tes points de victoire pour arriver à la fin du jeu, ou booster l'autre justement parce que si tu veux aider l'autre faction, ça va dépendre. En fait, tout est hasardeux en termes de points de victoire, mais c'est un choix narratif d'aider l'une ou l'autre des factions. Et au fur et à mesure, on va aider les factions, résoudre la quête principale, résoudre les quêtes secondaires, et à partir d'un certain nombre de points de victoire, le jeu s'arrête. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs maintenant que j'y pense. Enfin, après avoir fait plusieurs parties, parce que finalement, la quête principale, elle n'est jamais vraiment faite jusqu'au bout. En fait, on va jamais jusqu'au bout de la quête. Donc il y a 200 ou 300 cartes. Sur le premier scénario, il doit en avoir peut-être une trentaine à faire, et finalement j'ai jamais réussi à aller au bout. En fait, on a toujours arrêté le jeu avant parce qu'il y a le point de victoire mettre une fin à ça. Mais t'aurais pu continuer à ce moment-là, ou t'étais obligé d'arrêter? Ça dépend. En fait, si tu veux faire du jeu narratif, tu le fais, hein, tu peux continuer, mais si tu veux respecter les règles du jeu comme moi je le fais, en fait tu t'arrêtes au moment des points de victoire sur Paris. Mais du coup, t'as jamais la résolution? Enfin, tu sais jamais ce qui se passe à la fin de la quête? Bah pour le coup là non. J'ai jamais. En fait, moi le problème c'est que j'arrive à la moitié je pense la moitié de la quête principale, et en fait je partais sur les quêtes secondaires parce que en termes de points de jeu, de points de victoire, en fait ça m'aidait plus. D'accord. Parce que quand tu vois les quêtes secondaires, tu sais quel point tu vas récolter, donc tu vas essayer de les faire. Mais t'as plein de trucs à faire. En fait, tu peux aller aider une nana qui se fait attaquer ou qui a perdu sa sœur. Tu peux aller trouver un autre Vault et rentrer dedans et voir ce qui se passe. Tu peux continuer la quête principale et aller, je sais plus, à Boston, tuer des androïdes ou les aider au contraire. T'as plein de trucs comme... En fait, le choix est vachement ouvert. Mais du coup, c'est du one shot les scénarios. Tu peux pas les refaire? Non, moi j'ai joué 3 fois le scénario 1 pour le coup. D'accord. Parce que j'avais pas fait les quêtes secondaires, je les avais pas vues, donc j'ai continué à les faire. La quête principale, je suis allé un peu plus loin la deuxième fois et ainsi de suite. Mais je pense que c'est un jeu sur lequel tu peux rejouer plusieurs fois si t'as envie d'approfondir le truc. Et effectivement, s'il y a un moment, comme disait John, si tu veux aller plus loin dans la quête principale, au-delà des points de victoire, tu peux le faire quand même. Mais c'est des jeux à 3 joueurs, t'en as pour 2h30, 3 heures de jeu. Pour arriver au nombre de points de victoire requis pour finir le jeu, ça commence à être un peu lourd, enfin un peu long pour un jeu comme ça. Oui, mais est-ce qu'il vaut pas mieux prolonger d'une heure, une demi-heure, une heure plutôt que de refaire le scénario pour c'est un choix, c'est complètement un choix. Je pense que tout seul ça va très vite. Je pense qu'en 1h30 tu finis facilement le jeu, mais tu peux aller voir un peu plus loin. Donc du coup j'ai pas encore touché. Il y a 4 scénarios de base, donc j'ai pas encore touché le deuxième là aujourd'hui. Il y a déjà une extension qui est sortie en anglais
qui s'appelle Fallout New Vegas ou New Californie, je crois, un truc comme ça, qui est sorti sur le jeu. Moi, je l'attendais qu'à ça en français. Donc voilà, c'est un très bon jeu si on aime l'univers Fallout. Si on t'aime les jeux de plateau et te casser un peu la tête, c'est encore mieux. T'as vraiment un Pip-Boy devant toi en plus, tu sais, en carton, dans lequel tu places tes pions et tu fais avancer tes points de vie et tes points d'expérience. Et pour le coup, c'est vraiment représentatif. Les mecs sont vraiment partis de la licence de Fallout. Ils ont vraiment fait un très bon jeu, même en termes d'histoire, en termes de quête, en termes de noms de personnes que tu retrouves dedans. Si t'as fait le 4, tu retrouves vraiment les noms que tu as croisés. Donc c'est super agréable. Après, faut aimer ce genre de jeu. Pour 50-60 balles le jeu, c'est quand même ça gros lourd. T'as pas beaucoup de figurines dedans, donc ça reste un peu cher par rapport à ce que c'est de base. Mais t'as beaucoup de narratif, t'as beaucoup de narration aussi. Ouais, t'as beaucoup de narration. Ouais. C'est pas poussif comme ça pourrait l'être sur certains jeux narratifs que j'ai pas là en tête, mais tu vois, c'est un peu inspiré de Dead of Winter. Je sais pas si tu connais, tu vois le jeu. Enfin, je sais pas, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est un jeu de zombies un peu à la Walking Dead où effectivement t'as un côté très narratif dedans et t'as un paquet de decks, t'as un paquet de cartes, un deck de cartes dans lequel t'as, je sais pas, une centaine ou 200 cartes. Et à chaque fois qu'un joueur est en train de jouer, quelqu'un pioche une carte en disant si cette action est en train de se faire, lisez la carte. Et du coup ça coupe l'action et ça rajoute un côté très narratif. Et c'est un peu dans cette ambiance là mais en plus poussif. Mais c'est vachement agréable en fait. Après il y a certaines résolutions qui sont un peu abstraites sur certaines cartes, c'est difficile à lire, faut vraiment avoir l'habitude. Et le jeu par contre est complètement punitif sur des points, c'est-à-dire que tu prends des points de dégâts très rapidement, tu peux mourir très facilement, même si tu respawns régulièrement, tu perds quand même des trucs, tu perds des objets sur toi. Donc le jeu n'aime pas vraiment les joueurs à long terme, quoi. D'accord. Vas-y. Oui. Et du coup, tu disais que tu pouvais jouer en solo, mais t'as testé que en solo? Alors, je testais en solo, je testais à 2 joueurs, à 3 joueurs. D'accord, ok. 3 joueurs, c'est un peu long. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu désagréable, c'est un peu long. Surtout que t'as le choix de jouer quand t'as plusieurs joueurs, t'as le choix de jouer solo, c'est-à-dire dans le sens je fais ma campagne à moi et je veux gagner, parce que c'est quand même le but, c'est qu'un joueur puisse avoir un certain nombre de points de victoire, mais tu peux t'entraider par moment, c'est-à-dire que tu peux t'échanger des objets, ou tuer un monstre à 2 ou ce genre de choses. Donc le jeu est un semi-coop, mais bon, à un moment, il y a qu'un gagnant, donc tu peux pas t'entretuer non plus. Ouais. Donc c'est un peu, finalement, très rapidement, tu vas t'allier quand quelqu'un est en train de gagner, tu sens qu'il est en train de gagner, tu vas t'allier pour essayer de le contrer ou pour aller plus vite. Mais t'as pas vraiment de moyen de le faire, donc ça, c'est juste là où le jeu est un peu, peut-être un peu bancal. Je pense qu'un bon coop, ça aurait été plus sympa, qui gère cette façon de faire le coop et que du coup la narration va jusqu'au bout, mais tu peux t'entendre avec les joueurs en disant ok, on s'en fout des points de victoire, on va jusqu'au bout du scénario, on essaie de faire le maximum de scénarios possible sur cette campagne et bam, tu t'entraides largement. Mais comme le jeu se veut solo, avec un seul gagnant, c'est un peu bizarre comme terme, quoi. Ok. Mais du coup, tu disais que t'aimais pas trop à 3, mais tu préfères en solo ou à 2? En solo, c'est très bien. Enfin, c'est un très bon jeu parce que tu t'avances vite et c'est agréable. Je pense qu'à 2, c'est plus sympa. Il y a un côté plus cool parce que tu peux facilement t'entraider si tu vas faire avancer le scénario et tu peux facilement te marcher dessus si tu veux gagner malgré tout en fait. Parce qu'en fait pour gagner, je l'ai pas vraiment expliqué mais c'est un peu difficile, tu vas tirer des cartes comment on appelle ça, enfin des cartes spécifiques sur lesquelles en fait il y a des conditions de victoire marquées si le Railroad par exemple, c'est une des factions en place sur le premier scénario, arrive à temps gagner tant de points de victoire. Et donc du coup tu vas multiplier ce genre de cartes, tu peux en avoir jusqu'à 4 et en fait quand tu vas cumuler ces 4 conditions de victoire qui sont toutes différentes, tu vas cumuler tes points et tu vas calculer le nombre de points où tu arrives, et quand tu arrives je sais pas à 10 ou 12 points, t'arrêtes le jeu instantanément en disant c'est bon, j'ai gagné, et tu dévoiles tes trucs. Mais ça reste caché, donc les autres joueurs ne savent pas vraiment pour qui tu vas, pour qui tu roules en termes de faction et pour qui tu vas aider pour avoir des points. C'est-à-dire que tu peux même avoir deux cartes qui sont pour une faction, 2 cartes qui sont pour l'autre faction, et du coup tu t'en fous de savoir qui est devant, tu gagnes toujours des points. En fait, c'est un peu le truc bizarre. Parfois, tu vas aider une faction, tu vas aider un autre joueur sans le savoir. Donc, c'est un peu le truc qui ralentit peut-être la quête de base. Mais ce qui fait que chacun va rouler pour sa faction, en fait. C'est assez amusant. Et voilà. Question qui fâche un peu, mais si tu retiens l'univers Fallout, est-ce que ça reste un bon jeu ou faut quand même apprécier l'univers? Non, faut complètement apprécier l'univers. Sans ça, c'est du narratif. Hein. D'accord. C'est. Oui, mais tu peux apprécier l'univers sans le connaître a priori. Ouais, je trouve qu'il est pas assez, il est pas assez détaillé dedans pour que ce soit agréable, je pense. C'est pas, c'est comme si je te disais, joue à Batman, mais t'aimes pas Batman, quoi, tu vois. C'est un peu pareil, quoi. C'est, si t'aimes pas les super-héros, l'intérêt, il est quand même limité, ou jouer à Spider-Man, si t'aimes pas Spider-Man, c'est un peu con, quoi, tu vois. Dans l'idée, je pense que c'est un peu la même chose. C'est pas, dans ce type de jeu narratif sur le plateau, il y a quand même vachement mieux. Si t'aimes pas Fallout, tu connais pas la licence, il y a pas trop d'intérêt, je pense.
Ok. Peut-être quand tu l'as décrit au tout début, alors, je suis désolé si c'est pas le cas, mais ça m'a fait penser à Zombicide dans le mode où tu places tes différents plateaux, t'as un truc. Pas exactement. C'est un peu le même type de gameplay. C'est-à-dire que les ennemis vont avoir des actions spécifiques prédéterminées. Si elles sont activées, c'est-à-dire que tu tires une carte en fin de tour et tu vois quel ennemi est activé comme Zombicide, je crois, et tu vas les déplacer en fonction vers le plus proche joueur, vers machin, un truc bidule, et il attaque parce qu'il a un symbole temps. Ce qui fait que c'est très relou parce qu'au bout d'un moment, t'es vraiment submergé par les ennemis en permanence. Et ils viennent vraiment vers toi en permanence, c'est un peu dur. Mais oui, c'est un peu dans le même style. Hein. C'est pas une insulte, Zombicide, ça reste un bon jeu. Quoi. Non, mais après, je sais pas s'il y avait plus proche, c'est juste le côté plateau, action à faire, mais après, il y a que 4 scénarios, tu disais, bon, plein de quêtes annexes, mais finalement, c'est. Enfin, ouais, je me dis, ça doit être un peu différent parce que Zombicide, je sais pas, beaucoup. Je me pas sur en tête, mais Zombicide, t'as pas la côté narrative dedans. En fait. Non, ça reste très complètement simple. différent. Ouais. Voilà, c'est ça. Je pense que là, 4 scénarios, t'as le temps de les faire 2 ou 3 fois chacun. Tu comptes à 2 heures de jeu par truc. Enfin. Quand t'as joué 10 heures à un jeu de plateau, je pense que tu l'as assez rincé quand même. Et là, typiquement, t'as fait 3 fois le premier chapitre. Est-ce que t'as envie de le refaire? Ou tu penses celui-ci, non, je suis passé au deuxième, je pense. D'accord. Mais je crois qu'en plus, au deuxième, il y a un scénario dans New Vegas. Je sais pas si ceux qui ont joué sauront que c'est un bon jeu, donc voilà. Et t'as pas de résolution papier comme on peut l'avoir dans Détective Conseil Non, du tout. Non, c'est que des points de victoire là. D'accord, ok. Tu suis un scénario et si tu l'as pas fini, mais t'as gagné quand même. Quoi. Mais si tu l'as pas fini et que tu veux savoir ce qui se passe à la fin, tu fais comment? Tu retournes toutes les tiles Non, tu vas regarder les cartes en fait. En fait, sur chaque carte, il y a marqué quand tu la résous, bah tu gagnes certains points d'expérience, machin et tout, et il dit tirer la numéro, je sais pas, 105, 106, 107, et puis ça t'ouvre plusieurs voies en fait. C'est vraiment un schéma, comment dire, pas une hiérarchie, mais bref. Un arbre. Ouais, un arbre de scénario en fait. Du coup, même si tu passes par une des voies, en fait, tu sauras pas ce qui s'est passé dans les autres. D'accord. Bah, comme dans le jeu, en fait, hein, genre, tu vois exactement le truc qu'il faut. Hein, genre, tu vas aider à une certaine faction, tu sauras pas ce qui se passe si t'es passé par l'autre. Voilà. Et dans les quêtes secondaires, il n'y a aucune chance que tu retombes dessus dans les autres chapitres? Aucune idée, je pense pas. Hein. Franchement, je disais, doit avoir bien 200 cartes de scénar. J'ai même plus. J'ai dit 30, mais je pense même pas en avoir épuisé 30 en fait. C'est le seul truc qui est fun, c'est qu'à un moment, il y a un vault que tu ouvres qui est le vault 85, et en fait, t'as une quête secondaire, donc tu découvres que ce vault existe, tu veux essayer de rentrer dedans, donc c'est une quête déjà en soi, et une fois que t'es dedans, t'as plusieurs cartes qui s'enchaînent, tu poses un tas de cartes et tu les tires au hasard pour savoir ce que tu fais dedans, et tu vas avoir, je sais pas, la conciergerie, tu vas avoir les gamins, tu vas avoir, je sais pas qui, il se passe des trucs dedans en fait, donc c'est assez fun, t'as une histoire. Et quand on a joué à 3, il y a une des personnes, je l'ai fait dans le défaussé pour expliquer, donc c'est Alex qui jouait ça, et en fait elle se retrouvait toute seule à jouer dedans en fait, donc pendant que moi je faisais le scénario à côté, c'est assez d'accord, ouais, c'est marrant. Il y a un jeu de rôle au fait, Fallout je crois qu'il y a un jeu de rôle non officiel. D'accord. Je suis même pas sûr que ce soit pas une extension D&D ou un truc comme ça pour dire. Je vais dire une connerie, mais c'est très très probable en tout cas. Et c'est bizarre, il faudrait qu'ils en sortent un en fait. En plus, Fantasy Flight Game, tu vois, c'est ça me met un peu la puce à l'oreille peut-être que. Ouais, faut regarder. Ouais. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un non officiel entre guillemets qui soit sorti. Eh bien, merci Zephyriel de nous avoir parlé de ce jeu de plateau Fallout qui est fait, comme disait Ketrus, par Fantasy Flight Games, qui est dispo un peu partout depuis quelques mois. Et on va terminer avec la console, puisque un an après Crash Bandicoot, c'est au tour du Petit Dragon Violet de faire son retour sur nos consoles de salon, avec cette trilogie qui avait fait succès à l'époque aussi sur PS1. Et Ellie, donc tu as joué, tu vas nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, comme dirait Marion, c'est une saga un peu vieille, parce que Spyro a quand même 20 ans. Donc la saga a commencé sur PlayStation 1 avec Insomniac Games à qui l'on doit Spider-Man notamment, mais c'était pas seulement sur PlayStation, c'était également sur Game Boy Advance, et d'ailleurs il y avait même un opus sur Game Boy Advance où on pouvait choisir, alors qui s'appelle Spyro Fusion, où on pouvait choisir entre Spyro et Crash Bandicoot, donc c'était merveilleux pour tous les fanboys et fangirls de ces deux licences. Ensuite, il y a eu des opus également sur PlayStation 2 et sur PlayStation 3, dont un jeu de coop justement sur PlayStation 3 auquel j'ai joué avec un ami qui s'appelle La légende de Spyro. Et en fait, on incarne donc Spyro et sa meilleure amie qui était de base quelqu'un qu'on devait combattre dans Spyro The New Beginning, qui était l'opus juste avant. Alors en fait c'était Spyro et Cinder, donc elle s'appelle Cinder, qui est une dragonne violette, aux yeux très envoûtants, tout ce que vous voulez. Et en fait on était attachés par un collier
les deux, et on devait parcourir les mondes tous les deux attachés. Donc, autant vous dire, sur PlayStation 3, je l'ai fait et c'était très laborieux dans le sens où, c'était vraiment buggé à mort. L'expérience était assez drôle parce qu'on retrouve quand même l'humour de Spyro, que je vais en parler juste après. Mais vraiment, si vous êtes fan absolu, alors c'est très fun. Vous pouvez le trouver sûrement en occasion à moins de 10 €, mais je vous recommande pas tant que ça. Et ensuite, on a eu un espèce de revival d'espoir pour tous les fans de Spyro en 2011, parce qu'il y a eu justement Skylanders. Oui. Et du coup, avec là, tout le monde s'est dit, ce serait trop bien que Spyro revienne, etc., etc. Et ben, 7 ans après, donc Spyro est revenu. Voilà, je vais pas parler de remake, je dirais plutôt. Non, je vais pas parler d'un remaster, mais plutôt d'un remake. Parce que c'est le studio justement Toys for Bob, qui a repris justement toutes les mécaniques du jeu, le graphisme, etc. Et il a vraiment, même le moteur a été repensé. Donc c'est pas juste on a voulu faire un remaster HD, mais ils ont vraiment fait tous les niveaux, ils ont tout repris à zéro. Pour justement proposer une version PS4 dont je vais vous parler maintenant. Alors, donc, le jeu est sorti il y a 7 semaines d'ailleurs. Donc personnellement, je l'ai reçu le 15 et autant vous dire que j'étais très 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 impatiente parce que ça fait très longtemps que je l'attends. Surtout quand on sait que Crash était arrivé avec multiples teasings et autant que dire que Spyro c'était la même chose. Alors justement quand je l'ai allumé et que j'ai vu la scène, alors je me dis oh purée, ça m'a fait rire quand j'étais petite, mais alors maintenant je sais pas trop. C'est quoi cette merde? Alors pour vous remettre un petit peu dans le bain, donc on arrive, donc on a une chaîne on a tous les dragons qui se voient ensemble, etc. Et on parle d'un monstre qui s'appelle Gnastinark. Et en fait, donc il y a un dragon, je me rappelle plus de son nom, qui dit oui, ce monstre est très simple. Donc oui, enfin on fait d'accord, très bien. Et surtout le truc où, ce qui a fait tilter Gnastinark, c'est qu'on lui a dit qu'il était moche. Alors. Okay. On se dit, d'accord, donc il s'est dit, bah tiens, tout le monde me trouve moche, tiens, je transforme tout le monde en cristal, en dragon cristal. Maintenant, on revoit un peu le scénario, on se dit, oui, bah, comment ça peut marcher, quoi. Alors, du coup, c'est assez drôle. Et après, une fois qu'on parcourt les mondes, alors, du coup, je me suis remis à rejouer, et là, j'ai mis mon casque, et là, je me dis, mais c'est génial, parce que les musiques, c'est quasiment les mêmes. Les niveaux, chaque niveau, c'est quasiment les mêmes. Et je me dis, mais je me retrouve comme j'avais, je crois que j'avais entre 10 et 13 ans, et je me dis mais c'est génial parce que là du coup je me replonge vraiment dans l'univers de Spyro. C'est pas juste on a juste fait ça en HD et puis voilà. Non, ils ont vraiment fait chaque souci de détail. Je me souviens même de tous les passages secrets où il fallait etc. Bah ça a été vachement restauré. Alors du coup le jeu est assez simple, on va pas se mentir. Alors je l'ai allumé à 17h, à 22h j'étais déjà à 35% du jeu, du premier Spyro, hein. Sachant que justement il y a les deux autres à faire, heureusement. Parce que là sinon et ensuite ça a beaucoup de charme, c'est très coloré. Beaucoup diraient oui c'est un jeu pour enfants, etc. Je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où il y a quand même quelques niveaux qui sont un peu coriaces, même maintenant. Donc j'imagine même pas à l'époque. Et ensuite, je dirais que alors je vais parler plutôt des défauts maintenant. Ce qui m'a un peu vraiment beaucoup tilt, c'est vraiment la caméra. Oh là là, c'est une catastrophe. Elle est d'époque. Alors oui, mais là c'est encore pire parce que ça m'a fait rater des plats. Le jeu, il y a pas mal d'endroits où on doit planer. Et j'ai raté plein de vols comme ça, parce que la caméra s'est foutue je ne sais où. Et j'ai fait, mais ok, d'accord. Ou sinon, c'est parce qu'en fait, donc on est accompagné de Sparks à libellule. Et il se trouve que le temps qu'elle mange, les papillons, elle ne ramasse pas les joyaux. Donc si on est... je pense que t'es un peu comme ça, John. On a envie de terminer tous les niveaux à 100%. On rate des joyaux bêtement comme ça. Oui, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai... Alors oui, l'humour est bien... ils ont bien gardé l'humour du style...
on délivre un dragon et tout ce qu'il nous a à nous dire, c'est merci de m'avoir libéré. Ok. Merci bien. Muchas gracias. Enfin, je sais pas. Il parle pas forcément français, mais ouais. C'est ça. Ou sinon, c'est un des derniers que j'ai libéré, c'était oui, si tu vas dans le monde que tu as parcouru il y a deux mondes avant, tu pourras aller sur ces dalles et tu pourras débloquer quelque chose. Oui, alors c'est très gentil de nous dire ça, mais on peut pas retourner en arrière là pour l'instant, donc etc. Donc, tu peux pas retourner en arrière? Pas tout de suite. Pas tout de suite. D'accord. Okay. Et après, il y a des boss. Donc, dans chaque niveau, il y a un boss. Il y en a qui sont un peu plus coriaces que d'autres. Et c'est pareil, c'est la même mécanique un petit peu. Donc, on se dit, bon, ça a bien marché. Pourquoi pas? Et je dirais que alors, ceux qui veulent savoir alors, le rendu en 4K est quand même pas mal. Par contre, c'est du 1080p avec seulement 30 images par seconde. Donc pas de 60 FPS. Donc c'est peut-être la petite chose qui tique, mais en vrai, on l'a fait sur PlayStation 1. Donc, tu vois vraiment la différence? Pas tant. Ouais. Oh, quand même, enfin, c'est un peu comme Crash. Enfin, je pense que Crash a peut-être eu un meilleur boulot de remaster, enfin de remake plutôt. Mais c'est quand même beau. Enfin, ça va pour de la PS4, ça va. Oui, c'est pas le jeu de l'année, hein, visuellement. Mais... Oui, voilà, c'est pas. Après, enfin, alors pour le prix, parce que du coup. Je crois qu'il a 35 € la complète. C'est ça. Je l'ai acheté un petit peu moins avec. Ça va. Oui, ça va. Bah, en fait, avec. C'est pas ça super cher. Avec quelques codes promo. Moi, je l'ai acheté personnellement à 25 € sur ces discounts. Mais vraiment, on peut le. En plus, avec le Black Friday qui arrive, on peut vraiment le trouver à moins de 30 €, ça c'est sûr. Après, je trouve que c'est vraiment. Là, je suis un peu dans une période où j'ai envie d'avoir un jeu qui me prend pas trop la tête. Parce que j'ai commencé à côté Nier Automata. Autant vous dire que là, c'est tout l'opposé. Et je trouve que c'est très bien pour justement... il manque de jeux un peu comme ça, chaleureux, sans prise de tête, simple. Comme l'était à l'époque aussi Ratchet & Clank. J'avais adoré à sa sortie. Je dirais que vraiment, c'est un coup de cœur énorme parce que je m'attendais... j'étais très pointilleuse en me disant oui, ils vont peut-être essayer de moderniser l'opus en proposant quelque chose, je ne sais quoi. Vraiment, je m'attendais à quelque chose de moins moins chaleureux, moins fidèle, moins chaleureux. Et là, je me dis, mais je me retrouve quand même, quoi. C'est génial. Mais je pense que c'est un peu le problème de ce jeu parce que comme Crash en fait, moi j'avais adoré Crash sur PS1, donc j'ai adoré sur PS4. Et là Spyro c'est pareil, j'avais fait que le premier et je me retrouve dans le premier, mais je pense que si on n'avait jamais joué à l'époque, c'est pas forcément un bon jeu quoi. Ouais. C'est vraiment du fan service. C'est le jeu modernisé, c'est très bien fait pour de la modernisation. Ils apportent rien de nouveau. J'ai envie de dire tant mieux parce qu'ils touchent pas au concept qu'on a apprécié à l'époque. Mais si tu commences par ce jeu-là maintenant, je suis pas sûr que ce soit un bon jeu en fait. C'est l'effet Crash quoi. C'est pareil, je trouve. Après, je me dis, est-ce que c'est pas l'occasion aussi, peut-être ils se disent que si ça a bien marché là, peut-être qu'ils vont prévoir des opus un peu plus modernes, dans le sens peut-être comme Crash justement où ils ont rajouté un niveau parce que je suis basé sur le 3e épisode. J'espère qu'ils peuvent imaginer ce genre de choses, mais c'est vrai que sinon reprendre l'univers ça a été refait et rien n'a dépassé la première trilogie sur PS1 quoi. Comme tu le disais, ils ont fait plein de jeux. Skylander c'est un truc un peu à part, c'est quand même l'univers. Moi j'ai apprécié pour le côté jouet figurine, mais c'est vrai que c'est pas je trouve aujourd'hui ça n'apporte plus grand chose à la plateforme. Il y a des jeux qui sont mieux en plateforme, il y en a pas mal qui sont mieux quand même. Mais après par rapport à Crash, je sais pas, moi je suis très attachée aux couleurs de Spyro en fait. C'est ça joli, c'est ça qui fait que je préfère Spyro à Crash. Il n'y a pas de souci. Mais chacun ses goûts. Mais après, je sais pas, je trouve que ça rentre un peu dans le côté monstre dragon, ça parle un peu plus. Je sais pas comment dire ça avec Pokémon qui est sorti cette semaine. Je sais pas, j'ai bonne. C'est peut-être parce que je suis un peu une fangirl, donc forcément j'ai un avis un petit peu. Mais après. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont essayé quand même de faire des opus un peu genre des jeux de coop, etc. Et je trouve que ça n'a pas du tout marché. Donc ils ont essayé aussi
de faire des choses sur PS3 qui n'étaient pas. Après, effectivement, c'est une saga qui, hélas, après la PlayStation 1, s'est essoufflée sur la PlayStation 2, sur la PlayStation 3. Mais après, voilà, il y a des choses qui marchent et encore, genre Nintendo a renouvelé je ne sais combien de fois et ça marche toujours, quoi. Mais parce qu'ils sont très forts, Nintendo. Ouais, Ouais, voilà. j'allais dire, malheureusement, Spyro n'a pas la magie de Ouais, Mario. c'est ça. Quoi. Ouais. Mais bon. Après, ce que j'aime bien en termes de nouveauté, que je considère comme une nouveauté, c'est la partie trophée en fait. C'est pas juste. Ah, mais- Non, mais- Oui, forcément, Alors, on y vient. C'est vrai, nous. Oui. Oui, j'aime les trophées, mais le fait qu'ils aient rajouté des actions supplémentaires, typiquement, je pense à un trophée que tu vas pas faire de manière générale, c'est d'aller brûler les 5 champignons bleus de tel niveau. C'est un truc que tu fais pas naturellement en fait. Du coup, là, faut savoir qu'il y a ça à faire, donc faut les chercher dans le niveau. Mais c'est le petit truc en plus qui fait que tu vas un peu plus explorer les niveaux. Bah. Mais après derrière, la carte, je sais pas si c'est nouveau ou pas. Je l'utilisais pas, mais parce que les niveaux sont quand même assez Alors la petits. carte c'est nouveau parce qu'il D'accord. n'y avait pas la carte avant. Après par exemple si tu veux toujours, t'as toujours ton système de tes 20 perles pour avoir une vie. Oui. Après il me semble qu'il n'y avait pas de trophée de toute façon sur PS. Non, il n'y en avait pas justement, Ouais. donc ils ont Non, apporté des trucs justement. en plus par rapport à ça. Enfin, c'est Oui, oui, la vraie, après, oui. l'espèce de nouveauté. Mais quoi. Spyro, c'est pas. Alors, j'ai jamais joué. Ouais. Hein. J'ai vraiment jamais joué. Je crois que la seule fois où j'ai manipulé Spyro, c'est dans Skylanders. Bravo. Et pour le coup, tu viens me faire comprendre d'où venait Cinders. Bah, ouais. Putain, Cinders, ça Je t'ai vu. ressemble vachement à Spyro. Les salauds, ils ont copié. Et en fait, non, du coup, c'est la même. Mais c'était pas un niveau à couloir. Hein. C'était une map ouverte. Non, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert. C'est pas du tout ouvert. C'est plutôt à couloir. Donc avoir une map dedans, finalement, c'est pas. Si. Non. Alors du coup je l'ai testé pour savoir ce que ça apportait en plus justement. Ça peut aider si on est vers la fin, on se dit tiens il me manque je ne sais combien de joyaux. Parce que alors dans mes souvenirs, sur Spyro les premiers, sur PlayStation 1, on avait quand même on pouvait quand même faire évoluer les capacités de notre libellule et elle pouvait quand même nous aider à chercher des joyaux à un bout d'un moment. Ah, c'est possible. Non, tu peux le faire dès le début, ça. Hein, parce que je l'ai remarqué, typiquement dans le premier monde, il m'en manquait 3 ou 4, j'y arrivais pas. Ouais. Et en regardant le menu et les touches, en fait, quand tu appuies sur le stick gauche, je crois, en fait, la libellule va en direction, Ah ouais, pointe c'est ça. vers les Ah joyaux. voilà. Et ça rend le truc encore plus facile au final, mais parce que je galérais pour rien. Bref. Et bah ça c'était un truc que tu gagnais à l'époque à la PlayStation. D'accord. J'ai pas j'ai pas eu le sentiment de le débloquer, donc ça doit marcher dès Ok, le début en d'accord. fait. Faudra que je J'ai teste. pas du tout. Après, oui, effectivement, l'intérêt de la carte, si c'est pas monde vert, et qui bien. Non, mais Non, mais ça peut être je pense que ça sert pas grand chose. un gimmick plutôt intéressant, mais en fait, c'est une vraie question que je me Non, posais à la base. ouais, Je savais pas du tout ce que c'était comme type de jeu. Les niveaux sont relativement petits pour avoir un intérêt à cette carte-là. Enfin, c'est pas un D'accord. jeu à la, enfin, je sais pas, Banjo-Kazooie où c'est un peu plus. Remarquons, c'est pas forcément grand non plus, mais. Putain, mais c'est ouf parce que vous avez cité les 3 ou 4 licences que j'ai jamais testées. En fait, Spyro, Ratchet & Clank, Banjo-Kazooie, Pareil. Crash, j'ai dû jouer au 3 vite fait. Moi, je te le prêterai. Mais que c'est je l'ai tout acheté quoi. 4 fois. C'est les licences C'est que j'ai jamais vraiment fait Ouais. sur PlayStation quand Bah, je suis Je suis comme toi, moi Après- ça m'a jamais attiré au niveau des graphismes Ouais. en fait. Ouais. Bah, ça, Après, c'était avant, quand on ouais. était Ouais. plus jeune, je pense aussi. Après, j'ai commencé Spyro parce que j'avais le premier niveau, enfin, je sais pas si non. Ah oui, vas-y. Parce que sur les fameux CD, Bien sûr. il y avait Spyro, il y avait plein de jeux, donc j'avais testé comme ça en me disant, oh, le premier niveau est quand même cool, j'ai envie de savoir la suite, et c'est comme ça que j'ai découvert Et ça ça. marche. Sinon, après, est-ce que ce serait cool si on avait, enfin non, maintenant ils font plus de petits trucs où tu découvres le premier niveau, quoi. C'est dommage. Si t'as des démos, Ouais. sur. Enfin, Si, sur quand Switch, même, ils font ouais. beaucoup ça. Ouais. Ça avait beaucoup de démos Ouais. sur Switch. Ils le font quand même aussi sur le PSN notamment. Ouais. Enfin, toutes les semaines, il y a des démos. Mais pour Spyro, je sais pas s'ils l'ont fait pour le coup, vu que c'est un jeu que tout le monde est censé connaître entre Je pense guillemets. pas. Non. Mais ouais. Ah, le jugement. Non, c'était pas contre vous, mais ça, enfin, je sais pas. Il y a peut-être moins. Ah, j'ai pas honte de d'intérêt. pas connaître ça, perso. Il pas est de sorti souci. quand en fait, Spyro Ah, il est C'était quoi sorti cette semaine. Non, En le premier. 98. 98. Ah, Ouais, le ouais, 10 c'est pas. septembre. Non, mais c'est la sortie. Je crois que c'est un des premiers jeux sortis sur PS, non? Je suis pas d'accord. C'est Ouais. la de PS1. 95, la PS1, mais c'est dans les premiers. Enfin, en tout cas, Ah c'est ouais, partie putain, des c'est icônes vrai. de PlayStation. Donc, Oui, ouais, c'est ça. Bah oui, non, c'était Ouais, c'est Crash. marrant. Alors c'est Avec Crash qui est Crash. sorti dans les premières. Crash est sorti premières l'année d'avant. années. Bah, je crois qu'en fait, Ouais, ils ont c'est ça. suivi les 20 ans en fait de licences, donc Ah bah oui, tout forcément. simplement. D'accord. Ok. Bon, après, pour conclure, je dirais effectivement, c'est super pour les nostalgiques et tout. Clairement, la flamme de la nostalgie est ravivée. Mais après, effectivement, comme tu disais, jeune, pour ceux qui ne connaissent pas, je me dis pourquoi pas, parce que le prix est pas non plus excessif, quoi. Non, mais sans parler du prix, enfin, je pense que, enfin, si je dois recommander un jeu de plateforme à quelqu'un qui connaît pas Spyro, je lui dirais pas Spyro par défaut, quoi. Enfin, c'est,
Je dirais peut-être Crash parce que je suis fan de Crash. Ah, voilà, moi je dirais l'inverse. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est pas le genre de jeu que je conseillerais pour de la plateforme. Mais l'ayant fait plus tôt, évidemment, ça marche quoi. Enfin, la magie est de l'enfant, c'est encore là quoi. Exact. Ouais. Ouais, t'es pas convaincu? Non, mais comme je connais pas, je pense que les trophées sont faciles ou pas? Alors le premier peut se faire en 7-8 heures, je pense. Donc, ça commence à être long pour être trop facile. Hein. Mais ça reste beaucoup plus simple qu'un Crash pour le coup. Mais voilà, il y a ça aussi. Je trouve que Spyro est beaucoup plus simple que Crash. Ah ouais, complètement. Rien à voir. T'as moins de défis, t'as moins de... Ouais, d'accord. Mais je crois que c'est pas vraiment le même public. Hein. Spyro, c'était vraiment une licence un peu. C'est le Crash facile, quoi, on peut dire. Ouais, voilà, ouais. Mais c'est ça. Non, mais c'est pas insultant quand on dit ça, c'est vrai. Puisque tu disais, toi, t'avais 10-13 ans, c'est ça, quand tu y as joué quand la PlayStation est arrivée, quoi. Ouais. Après, c'est pas logique, quoi. Après, comme il y a les deux autres opus, je pense que le premier, effectivement, était très simple. Après, les deux qui ont suivi étaient quand même un peu plus corsés, quoi. Pour le coup, je connais que le premier, donc je ferais bien le 2 et le 3. Genre Year of the Dragon est quand même moins, entre guillemets, enfantin. D'accord. Mais peut-être moins facile aussi. On va voir. Comme un Crash. Non. Ah oui, quand même. Ouais. Je peux pas dire ça. Un Crash pour récupérer les objets à ramasser, c'est beaucoup plus dur, je pense, qu'un Spyro. Non, mais je dirais que par exemple, les méchants sont quand même plus coriaces que dans le premier. D'accord. Bon, Crash, les boss, ils sont faciles. Les boss sont faciles, mais c'est pas ça le plus dur dans le jeu. Non, c'est le fait de parcourir. Ah oui, d'accord. Oui, je dirais plutôt les méchants dans Spyro sont quand même plus. Ok. D'accord. Très bien. Et donc la compilation, donc c'est Spyro Reignited Trilogy qui est dispo depuis le 13 novembre sur PS4 et One et sans doute prochainement sur Switch. On va terminer ce 3e épisode par les traditionnels petits coups de cœur. Ellie, quel est le tien? C'est plutôt un musée. Ah. Si vous aimez la culture japonaise, en ce moment il y a l'ère de Meiji au musée Guimet, qui du coup retrace tout ce qui a été important. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi bien en termes artistiques qu'en termes historiques. Donc en gros, tout est expliqué pourquoi. Par exemple, il y a un truc que je ne savais pas, beaucoup même, pardon. Par exemple, je ne savais pas que le bouddhisme et le shintoïsme étaient aussi opposés et aussi... comment dire liés et conflictuels au Japon à cette époque-là. D'accord. Et après, il y a beaucoup d'artistes comme Van Gogh qui se sont énormément inspirés de tout ce qui est courant japonais, etc. Et par exemple, ce qui explique pourquoi on voit beaucoup de fleurs justement dans ses œuvres, parce que justement, il s'est beaucoup inspiré de l'art japonais et tout ce qui est lié à l'exportation des arts japonais en France et en Europe. Et c'est pour ça que justement le Japon était très souvent présent dans les expositions universelles à l'époque pour shiner comme jamais. Et ainsi de suite, quoi. Donc, enfin voilà, si vous voulez y aller, c'est pas si cher. Alors les billets, c'est 10 € à la Fnac. Ah bah ça va. Si vous êtes adhérent. Et donc l'expo se fait entre 1 heure et 2 heures si vous prenez vraiment le temps de lire toutes les descriptions. C'est où? On va voir. Alors c'est à Iéna. Ah, Okay. Iéna, d'accord, Iéna. D'accord, Ah, station Iéna. Station Iéna, que j'ai toujours cru que c'était l'ENA à la base. Je me suis fait avoir un fun fact. Et vu que tu as la parole, tu vas la garder pour nous donner ton coup de cœur. Ouais. Moi en ce moment, c'est un bouquin qui s'appelle Donjons et Dragons, Art et Arcane. C'est un. Je vois qu'il y a tout ce qui réagit, tu vois. Je connais pas. C'est levé d'un coup. En fait, c'est un bouquin qu'ils ont fait, c'est un 400 pages illustré qui retrace tout sur Donjons et Dragons depuis la création. En fait, c'est fait les auteurs, c'est Michael Witter, Cal Newman, John Peterson, évidemment, et Sam Witter aussi, donc le frère du premier. Et en fait, c'est 400 pages, 448 pages, c'est un truc qui vaut 50 balles environ. Et en fait, ça retrace tout, ça explique toute l'histoire de Donjons et Dragons depuis le début avec Gary Gygax et le reste. Ça retrace aussi tout ce qui est illustration. Donc on voit les premières illustrations qui ont été faites en 76, l'évolution des trucs comme les Demogorgon, pour ceux qui connaissent Stranger Things. Tout est, enfin, c'est assez massif comme truc. Moi, à la base, je suis pas très fan de Donjons et Dragons, et pour le coup, je lis le bouquin. C'est vous dire à quel point c'est historique pour tous les rôlistes et même les plateauistes, je dirais. Je rappelle, Donjons et Dragons, c'est ce qui a créé aujourd'hui quasi 80%. Enfin, si les jeux de plateau et les jeux de rôle existent, c'est grâce à ça en fait. Aujourd'hui, faut pas déconner. Donc un peu de respect pour la franchise. Et voilà, donc c'est vraiment un gros
trop de trucs, c'est ouf de détails, de crucifact et de tout ce qu'on peut kiffer si on aime la licence. Les illustrations sont assez folles, il y a plein de posts, de préfaces qui sont assez intéressantes à lire par des mecs assez connus. Entre autres, il y a un acteur dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Le gars qui a joué sur True Blood, un truc comme ça, bref. Et c'est assez fat comme truc, mais voilà, c'est un truc que je kiffe en ce moment sur ça. Voilà. Et bah tant mieux. Harry Arcane, Donjons et Dragons et Arcane. À ton tour, Pichi, de nous donner ton petit coup de cœur. Oui, moi c'est un événement qui est passé il y a 2 semaines, je crois maintenant. C'était le Z Event. Ah oui, Je sais pas si vous très en avez bien. entendu parler. C'était dingue, ouf, tout ce que vous voulez. En fait, j'ai passé mon week-end enfermé à la maison pour cause de boulot. Et du coup, moi, j'adore regarder. Je regarde plus la télé, je regarde que des streamers. Voilà. Certains ne comprennent pas pourquoi, c'est pas grave. Nous on te comprend, t'inquiète pas. Moi, je comprends pas pour regarder la télé, mais Voilà, Ah, voilà. c'est ça. Du coup, j'ai suivi le Z Event quasiment tout le week-end. Alors, j'ai pas passé les 50 heures à regarder tous les streams, mais voilà. Donc, c'était un événement caritatif où tous les streamers streamaient, hein, du coup, et les dons, tout ce qu'ils recevaient, était destiné à Médecins sans frontières. Et cette année, grosse surprise, ils ont réussi à atteindre les 1 million. C'est assez Et ouf. c'est oufissime. Et les 1 million, vraiment, ils ont réussi à les récolter 30 minutes avant la fin de la fin des streams. Et c'était dingue. Et franchement, même si toi, t'étais devant ton PC à regarder les streamers, t'étais limite en larmes parce que tu les voyais chialer en même temps. Enfin, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de... Enfin bon, de toute façon, vous pouvez regarder, il y a pas mal de best-of et de trucs comme ça. C'était vraiment un super bon moment parce qu'on a vécu ça avec eux. Et puis tu sais, le lundi, t'as cette descente un peu tu sais, t'avais beaucoup d'émotions dans un seul week-end, et le lendemain, en fait, t'as le côté un peu déprime, tu sais, genre, oh zut, c'est fini. Le vide, ouais. Ouais, c'est ça, le gros vide total, quoi. Et donc voilà, donc moi je voulais dire, enfin voilà, c'était mon petit coup de cœur du mois, quoi. Ouais, c'est vachement bien. Parce que, pour preuve, d'ailleurs, le week-end qui a suivi, j'ai des collègues, parce que moi, je travaille dans le monde de la télévision. Hein, Oh là là. oh là là, le mec. Et j'ai des collègues qui sont pas trop web, pas trop connectés de ça. Ils m'ont dit, j'ai entendu parler d'un truc de jeu vidéo qui a fait 1 million d'euros, quoi. Et là, je me dis, ça y est, on a c'est vachement appréciable. Pour l'image du jeu vidéo, je trouve que c'était. T'as le Figaro qu'on a fait un article. Ouais, tout à fait. Et l'année dernière, c'est pas les seuls d'ailleurs. Ouais, je crois, non. plein d'autres. Alors moi, je voulais aussi en parler, mais du coup, j'avais plusieurs coups de cœur dans la poche. Mais j'avais regardé l'année dernière, en fait, ils ont fait 450 000 euros pour la Croix-Rouge, et là, ils ont doublé, quoi. Ouais. Donc c'est un truc de ouf. Ouais, et du coup, peut-être que les gens vont peut-être regarder un peu le stream d'une autre. J'espère. Les annonceurs. Bah, c'est ça. En fait, 1 million. C'est pas le premier stream qui dépasse les millions, parce qu'il y a notamment les Games Done Quick aux États-Unis où ça consiste à faire du speedrun de jeux vidéo, donc terminer le plus vite possible. Ouais. Et eux dépassent enfin, je vais pas dire ça que je dénigre pas fait le million. longtemps qu'aux États-Unis ça existe. C'est ça. Ça fait 10 ans. Parce qu'ils font plus de 2 millions maintenant de dollars tous les 6 mois. Donc, en moyenne 2 millions de dollars. Donc, c'est quand même assez fou aussi. Il y avait eu aussi, là, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, un événement du même genre où il fallait conduire un bus dans le désert. Oui, ça fait. Tu l'avais pas fait, toi? J'ai fait 1 heure il y a 2 ans. C'est vrai que c'est marrant de voir ce compteur. Enfin, moi, c'est pas du stream vraiment. Enfin, on joue, on discute, et on fait les comptes pendant 1 heure. C'était quand même rediffusé en live. Tout à fait. Mais toutes les heures, les invités changent en fait. Et nous, on était les blogueurs jeux vidéo dans mon équipe. Et en fait, pendant qu'on était là, on a fait l'avant-dernière heure, donc avant Bertrand Amar et Donald Renew, qui est très connu pour ses doublages de voix, notamment dans les Spider-Man sur PS4. Et on a vu le truc décoller, quoi. Et c'est enfin vraiment impressionnant. Pourtant, c'est pas des montants qui, enfin, je crois qu'ils ont fait 60 000 euros cette année. Donc ça paraît ridicule par rapport aux millions, mais c'est toujours 60 000 euros de données derrière. Donc c'est vraiment cool ce genre d'initiative. Et pour le coup, le jeu qu'ils font, c'est de la merde. C'est un bus qui penche d'un côté et il faut juste le redresser pour pas qu'il sorte de la route, quoi. Ah, mais il y avait tout le shitstorm avec Antoine Decaune. Il y a un petit moment là-dessus aussi, sur le Desert Bus justement. Ah oui, ça date de Canal+. Enfin, ça date de Canal+, ça existe toujours, mais à l'époque. Mais justement, il y avait Antoine Decaune qui s'était foutu de la gueule des streamers qui comprenaient pas pourquoi on regardait une vidéo. Okay. Et pour se faire pardonner, justement, il avait participé au Desert Bus. Et ce qui est bien, c'est bien. Parce que, oui, c'est très bien, c'était très pro de sa part. Enfin, son RP, pardon. Toutes les personnes de la télé ne sont pas aussi concernées comme ça, donc c'est bien que certaines comprennent que le web fait quand même une belle force de frappe, et ce qui permet d'avoir des milliers, voire des millions d'euros comme ça.
à redistribuer, donc c'est cool. Donc c'était ton coup de cœur au final Non, aussi. bah, j'en ai un autre. Ah, bah, vas-y, un alors. autre, du coup, j'en ai Vas-y. en sauvegarde. Je vais parler d'un jeu de plateau, en fait. Mais oui. Et oui. Attends, il a pas dit encore. Mais oui, qui est Je le sorti sais. le 31 octobre de cette année-là, et qu'on avait testé à Cannes déjà en version prototype et qui était complètement ouf. Et là, quand j'ai pu retester 2 fois, ça s'appelle L'île au trésor, et je n'ai pas l'auteur, de Marc Paquien, qui est illustré par Vincent Dutray. Alors Vincent Dutray, c'est un super illustrateur, je pense qu'on en reparlera souvent ici. Ah, il a montré. Hein. Ouais. Wow. Et qui est édité chez Matago. Et alors, le principe, c'est Long John Silver a planqué son trésor sur une carte, sur une île, pardon. Et il va falloir le retrouver. Alors en fait, ça se joue, je crois, entre 3 et 5 joueurs. Il y en a un qui va incarner Long John Silver et les autres qui vont incarner des pirates qui vont devoir trouver ce trésor. Et comment on trouve ce trésor ? Eh ben, c'est comme quand on était petit, c'est qu'on a une vraie carte plastifiée. On a tous des paravents avec des versions mini de la carte. On va pouvoir avoir des annotations et Long John Silver va faire une croix à l'endroit où est son trésor. Et les autres pirates sont disséminés à des endroits bien précis de la carte. Et ils vont avoir des actions, alors je vais se faire très rapidement, assez simples, mais en gros, ils vont pouvoir se déplacer. Pour se déplacer, on fait un vrai trait au feutre pour se rappeler d'où il s'est déplacé. Et après, tu peux faire une petite recherche. Donc, tu as un petit cercle, tu fais un rond, et Long John Silver te dit si tu as trouvé ou non le trésor, et etc., etc. Puis après, Long John Silver va devoir donner des indices aux joueurs. Alors, des fois, c'est des indices peut-être vrais, peut-être faux. D'autres vrais, donc ça aide vraiment. Et voilà, et tout le principe est là-dessus. Et on va s'éclater à essayer de trouver où est le trésor. Et il y a une compétition entre les autres joueurs qui vont devoir un petit peu s'entraider. T'es sûr qu'il est dans ce quartier-là ? Tu sais pas ? Non, je sais pas. Si, il est pas là. Vas-y, on cède. Et à la fin, c'est la course de celui qui arrivera à trouver exactement où est le trésor. Ou, si Long John Silver y arrive, s'échapper de sa prison, qui aurait été déterminée à un moment donné, et lui pourra marcher vers son trésor, et s'il le trouve avant les autres, il a gagné la partie. D'accord. Donc c'est un jeu de coop assez fou, une vraie recherche au trésor, mais faite avec des règles et un matériel assez dingue. Et enfin, je sais pas, t'en penses quoi Ah, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai joué les deux, j'ai joué le pirate et le Long John, bah toi aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Et parce qu'on avait joué ensemble, et c'est kiffant de ouf, parce qu'effectivement t'as une vraie carte et t'as un vrai combat, tu fais des cercles sur la carte, tu dessines sur la tienne, tu regardes où c'est, tu essaies de deviner. Et en fait, c'est vraiment, le trésor, il fait même pas 2 mm en fait sur la carte. C'est un point, C'est quoi. vraiment un tout petit point que le gars dessine. Donc c'est vraiment parfois tu recherches, t'es à 1 cm du truc, bah tu l'as pas trouvé quoi. Et tu dis bon bah c'est pas là, tu te casses et en fait t'es passé vraiment à côté. Donc vraiment sur la fin du jeu, quand tout le monde a fait sa déduction en disant ok c'est pas là, t'as vraiment des endroits, c'est 3 cm² en disant putain vas-y c'est à l'autre bout de la map, mais est-ce que je vais aller chercher là ou est-ce que je vais là, et donc c'est stimulant de ouf, et le jeu est simplissime hein. Vraiment c'est con comme chou hein, genre, t'as quelques particularités par personnage avec des pouvoirs un peu différents, mais la plupart c'est pareil. Mais en fait le plaisir de, tu vois, t'as même un grand compas géant avec une ventouse. Et avec et tu mets le feutre de Long John Silver, parce que des fois il te dit oui alors les trésors est à plus de 6 pieds de cette personne là, c'est peut-être vrai peut-être pas, mais du coup tu plantes tu as une échelle pour faire les 6 pieds de rayon, tu plantes où il y a la personne et tu décides un trait sur la carte et tu dis ok soit c'est en dehors parce qu'il a menti, soit c'est à l'intérieur, et du coup ça crée une il est vraiment cool, c'est un très bon jeu hein. Ouais, bon c'est un super jeu. Ouais. Et puis je pense qu'il est accessible aussi pour le plus jeune âge, quoi. 10 ans. Ah ouais, clairement, ouais. tu t'amuses ouf. Hein. Voilà. Très bien, et ben merci. Je vais faire rapidement un retour sur les chroniques qu'on a vues ensemble. Donc, Ketrus, tu nous avais parlé au tout début de Space Hulk Tactics. On avait enchaîné avec la série des jeux Rusty Lake par Pitchy, le jeu de plateau Fallout qui nous a été raconté par Zephyriel, et enfin la trilogie qui vient de ressortir, le Spyro Reunited Trilogy. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de ce 3e épisode du Contrecast. J'espère que vous aurez apprécié. Encore bienvenue Marion dans ce nouveau podcast. Et puis voilà. Je pense qu'on peut dire qu'on nous retrouve comme d'habitude sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast aussi, où il faut mettre. C'est combien d'étoiles déjà ? C'est 5 minimum. En fait. 5 minimum. Faut essayer quoi. On peut mettre plus. À moins de 5, je crois qu'il t'arrive des trucs. Oui, c'est vrai. Sinon, ton abonnement coûte plus cher. Ouais, tu perds tes cheveux, ce genre de truc. Ok. Très bien. Et puis sinon, vous pouvez aussi en parler à la machine à café, au boulot, où vous voulez. Voilà, la boulangerie aussi, ça peut être sympa. Faire une pub. Ouais. Parce que on va souvent acheter son pain. Ah, t'achètes un goûter, mais écoute le Contrecast. Tu sais quoi, ça peut arriver. Voilà. Donc.
Et merci à tous et on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Salut. Salut. Ciao. Salut.